Et voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue un nouveau lundi pour cette émission Astronomer at Home, émission organisée par le Planétarium de la ville de Vaux-en-Velin depuis déjà un an. On fête aussi notre premier anniversaire là-dessus. Un an malheureusement de situation compliquée sanitaire, un an de confinement. On espère que grâce à ça, on peut évidemment continuer à garder le contact les uns et les autres. Juste pour commencer, je vais d'abord dire bonjour à tout le monde. Bonjour à Gabriel, Méliluge, Clepsydre, Générali, Yo, Christine, Altasio, Yannès, Poupoule, Nitagen, Polos, Edwin, Anbon, Framini. Voilà, tout le monde est en train de nous rejoindre. Salut Yoshi aussi, on va y arriver. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir donc une nouvelle invitée. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est Agnès Ferté qui est cosmologiste au JPL, au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. Bonjour Agnès. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve avec un petit décalage horaire. Il est 18h30 ici, chez toi 8h de moins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cette semaine, 8 heures de moins, mais d'habitude, c'est 9 heures de différence. Oui, puisque vous passez à l'heure d'été une semaine plus tôt que nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors déjà, on a tout le monde qui est en train de te dire bonjour. Effectivement, Généralis, c'est pas tout à fait la porte à côté. Non. Tu te retrouves presque de l'autre côté de la planète. Donc effectivement, tu es cosmologiste. Donc ton travail de scientifique, c'est d'étudier l'univers dans son ensemble. On va avoir l'occasion d'en parler durant toute cette heure. Et traditionnellement, effectivement, on demande toujours à l'invité au départ de nous expliquer comment il ou elle s'est retrouvé là. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entre tes débuts en France et puis maintenant aujourd'hui? Oui, alors, oui, j'ai grandi dans la campagne française, en Picardie. Et en fait, très tôt, grâce à mon frère qui m'en parlait, j'étais vraiment passionnée par la physique et l'univers. Et en fait, à partir du moment où j'ai entendu parler que l'univers était en expansion. Ça m'a tellement le cerveau que j'ai que j'ai vraiment voulu continuer à travailler là-dessus. C'était un peu c'est quelque chose qui me pousse. Donc j'ai fait une prépa maths et physique après mon bac pendant 2 ans du coup, Mhm. et j'ai décidé de faire une fac de physique fondamentale. Donc, je suis allée à l'université Paris-Sud, qui est maintenant l'université Paris-Saclay. Mhm. J'ai fait ce qu'on appelle le magistère. Et là, c'était vraiment le rêve, en fait, tous les sujets abordés, la mécanique quantique, la physique statistique. Et c'est là aussi que j'ai commencé à apprendre la cosmologie. J'ai fait un master 2 sur la physique des particules et la cosmologie. D'accord. Et ensuite, j'ai fait une thèse à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, donc toujours à l'université Paris-Sud. Là, j'étais plutôt concentrée sur le fond diffus cosmologique. On va en reparler. Ensuite, ouais, j'ai continué en postdoctorat à l'université d'Édimbourg, plus particulièrement au Royal Observatory Edinburgh, donc l'Observatoire royal d'Édimbourg, où je suis restée pendant 3 ans et demi. Et là, j'ai commencé à étudier l'expansion accélérée récente de l'univers en utilisant les données du Dark Energy Survey. Ensuite, j'ai fait le plus court postdoc du monde avec juste 4 mois à Londres, à UCL. Et ensuite, je fais maintenant un postdoc à, à JPL depuis l'été 2018, D'accord. où je continue ce travail et je travaille aussi sur d'autres choses en cosmologie. D'accord. Juste pour revenir rapidement, donc effectivement, le postdoc, ce sont des postes qu'on va trouver après le doctorat.
et c'est des postes qu'on peut enchaîner, on peut en enchaîner quelques-uns en attente de trouver un poste de chercheur fixe à un endroit en particulier. C'est ça l'objectif. Exactement, parce que apparemment, faire une thèse, c'est pas suffisant pour devenir chercheur permanent. Du coup, il faut passer exactement par ces courts contrats, euh, souvent, mais pas forcément à l'étranger. Et ce qui nous permet d'avoir plus d'expérience et aussi de publier plus de publications, etc., d'élargir nos collaborations et notre expertise aussi. Et c'est à partir d'en général, je sais pas, 2 ans après la thèse, on commence à postuler à des postes plus permanents de recherche. euh, et ça peut prendre des années. D'accord, ok. On reparlera tout à l'heure hein, des post-docs, de l'avancée de l'avancée dans ce genre d'environnement, la science, comment est-ce que on passe de jeunes chercheurs à chercheurs, de jeunes chercheuses à chercheuses. Donc effectivement, tout ça, on en reparlera à la fin. Tout d'abord, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et du coup, repartir sur ta thèse. Hein. Donc là, on te propose de travailler sur le rayonnement de fond cosmologique et d'essayer d'en déduire des informations intéressantes sur l'univers. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on peut revenir déjà simplement sur ce que c'est que le fond diffus cosmologique? Oui. Alors, peut-être tu peux afficher la photo qui s'appelle CMB, il me semble. Oui, Donc, tout à CMB, fait. c'est le petit nom qu'on donne au fond diffus cosmologique Voilà. parce que c'est l'acronyme, ouais, merci. C'est l'acronyme de Cosmic Microwave Background en anglais. Et c'est vraiment une des observations, des observations principales en fait de notre univers. Alors, qu'est-ce que c'est le CMB? En fait, c'est la lumière qui a été émise dans tout l'univers au début de l'univers. Donc, c'est vraiment un espèce de. L'univers, il est baigné dans un bain de lumière, de cette lumière qui nous vient d'il y a 13 milliards d'années. Euh, donc, cette lumière, elle est plutôt dans les ondes radio. Donc, on ne peut pas la voir à l'œil nu, Nu. sinon, en fait, il ferait jamais nuit, en fait. Mhm. Mais, mais oui, du coup, c'est plutôt dans les ondes radio. Excuse-moi Agnès, à une Mhm. époque, il y a eu un moment où cette lumière était visible, hein, on est d'accord? Alors, oui, en fait, donc à cause du fait que l'univers s'étend avec le temps, cette lumière la longueur d'onde de cette lumière va changer avec le temps. Et D'accord. oui, il me semble que il faudrait que je revoie la longueur d'onde, mais oui. Il y a eu un moment où tout l'univers était uniformément lumineux, et puis ensuite toute cette lumière effectivement s'est étendue, et maintenant elle est dans un domaine qui est totalement plus visible par l'œil. Oui, C'était juste pour euh, dire que ça reste de la lumière, c'est même si c'est des oui, ondes oui, radio, ça reste de la lumière. oui, exactement. Et D'accord. d'ailleurs, en fait, si j'avais regardé un jour, et il me semble qu'en fait, tu peux même associer une couleur en fait à cette lumière, et Mhm. c'est genre orange en fait peu D'accord, après que ça a été émis. d'accord. Et oui, 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 c'est vrai. Et alors peut-être je vais expliquer vite fait enfin, pourquoi, enfin c'était quoi le phénomène en fait qui a fait qu'il y a de la lumière qui est comme ça dans l'univers Mhm. partout. Donc c'est une des observations majeures de l'univers, c'est que, en cosmologie, c'est que l'univers est en expansion. Donc ça veut dire qu'en fait, avec le temps, ouais, l'univers va s'étendre, les galaxies vont s'éloigner les uns des autres, par exemple. Donc si on remonte dans le temps, heu, tout était, plus proche, plus dense, et aussi plus chaud. Et si on remonte dans le temps, il y a 13 milliards d'années, en fait, c'était tellement dense et chaud que la lumière était toujours, la lumière qui existait au début de l'univers était toujours en réaction avec la matière qui existait aussi au début de l'univers. Donc,
c'était vraiment opaque, en fait, comme un brouillard où la lumière peut pas, se propager et avec, l'expansion, du coup, au cours du temps, en fait, là, la matière a commencé à se former et à former les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium aussi. Et la lumière, alors là, elle était, libre en fait de parcourir son chemin et en fait, depuis, cette émission, bah, elle parcourt son chemin comme ça, dans tout l'univers et aujourd'hui, on peut la détecter grâce à certains télescopes, certains types de télescopes, et ce rayonnement, en fait, il nous apporte énormément d'informations sur l'état de l'univers quand la lumière, elle a été émise, donc il y a 13 milliards d'années, mais aussi des informations sur ce qui s'est passé avant ça et également des informations sur ce qui s'est passé après, entre cette émission et maintenant. Donc c'est une mine d'or d'informations et c'est pour ça qu'on a envoyé des satellites, comme le satellite Planck, pour mesurer avec très grande précision cette lumière. Yo nous demande, est-ce que ce moment où la lumière s'est découplée de la matière, ce moment où l'univers est passé d'un état opaque à un état transparent, est-ce que c'est quelque chose comme 380 000 ans après le Big Bang? Oui, exactement, c'est ça, oui, 380 000 ans après le Big Bang. Donc pendant 300 Heu, 000 ans, l'univers est trop dense pour que la lumière puisse se propager, et d'un seul coup, simultanément, partout dans l'univers devient transparent, et là, la lumière se propage, et elle se propage comme ça jusqu'à maintenant, ce qui fait que cette lumière-là, c'est vraiment un fossile de l'univers primitif. exactement. D'accord. Hem et une particularité, donc je vois ici dans le chat rayonnement thermique à 3K. Donc en fait, cette lumière, elle a une température en fait, elle est un peu la même partout dans l'univers. Elle a la même particularité, la même, énergie, si vous voulez. Et donc ça correspond à une température de 2,7 Kelvin, donc moins 270 degrés Celsius. Donc une façon de penser à ça, c'est qu'en fait, si on va dans l'espace, au milieu de nulle part, bah, c'est la température qui va faire, en fait. D'accord. Et quand on remonte dans le temps, du coup, donc 380 000 ans après le Big Bang, là, en fait, il faisait 3000 Kelvin. Donc il faisait très, très chaud. D'accord. Euh, Donc cette voilà, lumière, c'est aussi le fossile d'un état non seulement beaucoup plus dense, mais aussi beaucoup plus chaud. exactement. D'accord. Et juste un truc qui est peut-être un peu plus, dur à comprendre, mais en fait, cette lumière, c'est pas forcément juste sa température qu'on va mesurer, sa température globale, c'est vraiment les différences de température. Donc si on regarde dans une partie du ciel, il va faire vraiment un tout petit peu, cette lumière va être un tout petit peu plus chaude que dans une autre partie de l'univers. Et quand je dis un tout petit peu plus, c'est, une différence de 0,00001 degré. D'accord. Donc c'est vraiment une toute petite différence et c'est ça, en fait, qu'on va mesurer, c'est ces fluctuations, de température, qui vont nous donner toutes ces informations sur l'univers. D'accord. Alors il y a plein de questions qui se sont posées là dans le chat. On a Polo qui nous demande justement ce moment où la lumière s'est découplée de la matière 300 000 ans après le Big Bang. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le fameux mur de Planck? Non, alors le mur de Planck, c'est vraiment plutôt, juste après le Big Bang. C'est le moment où, en fait, hem, avant le mur de Planck, là, on sait pas trop décrire, les lois de la physique. Mais ça, c'est vraiment après le Big Bang. Enfin, c'est même presque comme ça qu'on pourrait définir le Big Bang, c'est au moment du mur de Planck. D'accord. Donc ça n'est pas du tout le même moment. On a Oui. Gibus qui nous demande, parce que tu disais que la lumière, elle est presque exactement la même dans tous les sens. Et donc Gibus nous demande, donc toute la lumière de l'univers provient de la même source? Point d'interrogation. Alors ça, c'est une question très, très intéressante. Alors, oui, pourquoi la lumière, en fait, bah, elle a l'air d'être pareille si elle nous vient d'un côté que si elle nous vient de l'autre. Donc déjà, pour commencer, en cosmologie, peut-être la façon standard de voir l'univers, c'est que l'univers est infini.
cette lumière, elle a été émise partout, vraiment partout dans l'univers. OK? Donc c'est pas il y avait un endroit dans l'univers d'où cette source, d'où la lumière a été émise. C'était vraiment ça s'est passé partout dans l'univers. Mais en effet, cette question, elle est très importante et en fait, pour y répondre, hem, des théoriciens dans les années 70-80, ont proposé un modèle qu'on appelle l'inflation cosmique pour expliquer pourquoi, bah, en fait, le fond diffus cosmologique, si on le regarde d'un côté ou de l'autre, c'est quasiment la même chose. Et pourquoi est-ce que c'est un problème que ce soit quasiment la même chose qu'on le regarde d'un côté ou de l'autre? Pourquoi est-ce que ça Bah, obsessionne? Pardon. parce que y donc cette lumière, elle nous vient du coup d'il y a, 13 milliards d'années. Donc le temps qu'elle nous vienne d'un côté ou le temps qu'elle nous vienne de l'autre, vraiment c'est de là où cette lumière venait, il y a aucune raison que ces 2 endroits, se parlaient, à ce moment-là. D'accord. Je sais pas si ça fait un peu C'est-à-dire que sens? ça provient de régions de l'univers tellement lointaines qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient exactement la même température. Oui, exactement, D'accord. exactement. Parce qu'il n'y a aucune manière que Mais tout ça se soit homogénéisé sur de telles distances. ouais, c'est ça, D'accord. exactement. D'accord, excuse-moi, Heu, je te coupais juste pour préciser ça. ouais, hem Du coup, oui, je peux expliquer ce que ça fait l'inflation cosmique et pourquoi ça répond à cette question. Je t'en prie. Hem, donc l'inflation cosmique, c'est vraiment une théorie, c'est un des buts, en fait, de la cosmologie aujourd'hui de montrer qu'elle a vraiment existé. Donc c'est une période qui s'est passée juste après, le Big Bang, où l'univers s'est étendu de façon exponentielle, mais qui est passé par exemple, si on prenait, la taille du diamètre d'un cheveu et ben ça se serait étendu durant l'inflation cosmique à la taille de la Voie lactée, de notre galaxie. Donc c'est vraiment, une expansion, heu, très, très, très rapide et accélérée en un rien de temps, en vraiment une fraction de seconde D'accord. et du coup, avoir cette expansion, ça fait qu'en fait, du coup, au début, des endroits qui nous apparaissent aujourd'hui très, très éloignés étaient en fait en contact et pouvaient se «parler» entre guillemets et se dire: «Bah, tiens, toi, ta température, ça sera, la même que la mienne». D'accord. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on observe un univers qui est plutôt homogène, qui est un fond diffus cosmologique qui a à peu près la même température, partout où on regarde. D'accord. On va y revenir. Juste une petite question expérimentale. On a Altasio qui demande est-ce que en amateur, avec un radiotélescope maison, est-ce qu'on peut voir ce rayonnement de fond cosmologique ou est-ce qu'il faut des grands radiotélescopes spatiaux complexes? Oui, c'est une bonne question. Alors je suis pas sûre, mais en fait, pour détecter juste, heu, le signal, je pense que c'est pas difficile. Et je voyais plus haut dans le chat quelqu'un qui mentionnait, en effet, on dit souvent que quand avec les vieilles télés qu'on avait quand on avec, les vraiment des antennes en fait, quand, on voyait de la neige sur cette télé, bah, une partie de cette neige, ce bruit, bah, il y avait, le fond diffus cosmologique. Mais c'est vraiment une toute petite partie. D'accord. Donc en fait, oui, probablement avec un radiotélescope, pas trop compliqué, on pourrait, le détecter. Mais par contre, la difficulté, c'est de détecter les fluctuations de la température, de comment, d'un endroit ou à l'autre, on ne mesure pas la même température. Ça, c'est difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des fluctuations de température très, très faibles. Donc, en général, on va, faire que nos détecteurs, ils sont refroidis à presque, enfin, encore même plus froid que le CMB, en fait, même. Par exemple, dans Planck, les détecteurs ont été refroidis jusqu'à très, très faible température. Et donc oui, là, c'est plus compliqué à faire chez soi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, une antenne, elle reçoit tout le flux d'un seul coup, sans forcément d'informations sur la direction, ni une information très précise sur l'intensité. Toi, ce que tu veux avec ton super télescope, c'est voir
à cet endroit-là dans le ciel et la comparer à côté, et avec une résolution très très bonne. C'est ça la différence avec l'antenne télé. Exactement, exactement ça. On reçoit tout d'un coup. D'accord. Ouais. Alors, une question très intéressante de Pénélope Six, qui demande une question naïve. Alors, je ne pense pas que ce soit naïf, loin s'en faut. Pourquoi le fond cosmologique est représenté comme une carte ovale? Voilà. Ouais, très bonne question. Alors, il y a, Ah, je vais revenir sur l'image. Voilà, ici. ouais, en fait, il y a énormément de façons de représenter quelque chose comme, hem attends, je vais reformuler. En fait, Je t'en et prie. par exemple, on va prendre une carte, imagine, le globe terrestre. Pour représenter ce globe terrestre en 2 dimensions, donc vraiment à plat, en fait, il y a énormément de façons de faire ça, de faire cette, représentation, cette projection, ce qu'on appelle. Et en fait, le fond diffus cosmologique, c'est un peu pareil, c'est un peu une, oui, Voilà, exactement. je suis allé le récupérer sur internet le temps que tu. Parfait. Donc ça, c'est une projection, si vous voulez chercher, ça s'appelle une projection Moll-Wide. Hem, qui a des particularités, qui conserve, certaines grandeurs. Mais en fait, le fond diffus cosmologique, on peut, y penser comme, en fait, c'est une espèce de sphère qui nous entoure. Parce qu'en fait, c'est la lumière, qui nous vient de tout autour de nous, d'il y a 13 milliards d'années. Donc en fait, c'est vraiment comme, une sphère autour de nous. Donc de la même façon qu'on projette le globe, la sphère terrestre, ben, on va projeter, la sphère, du fond diffus cosmologique en 2 dimensions, à plat comme ça, D'accord. avec cette espèce de représentation ovale. Donc en fait c'est juste, excuse-moi, c'est juste une manière de représenter un objet sphérique sur un plan, que ça soit la sphère ou le Exactement, ciel. exactement, c'est ça. D'accord. Ok. Eh ben super. Comme ça on a la réponse et on peut mieux comprendre les choses. Donc si je me trompe pas, du coup, ça signifie aussi que sur cette représentation, lorsque on arrive sur le côté gauche de la carte du CMB, automatiquement on réapparaît sur le côté droit de la carte du CMB. C'est comme une sphère, c'est-à-dire que les côtés se touchent en fait. Oui, c'est ça, exactement, D'accord. exactement. Ok. Donc comme ça, on a une image du ciel. C'est vrai que souvent on représente le ciel avec cette projection. Alors on avait d'autres questions. Encelade qui dit: j'ai entendu qu'on ne sera pas capable de faire mieux que Planck, pas à cause de la sensibilité de l'instrument, mais à cause des propriétés des fluctuations elles-mêmes. Est-ce que c'est vrai qu'on a atteint des limites qui sont les limites même de ce qu'on est en train d'observer? Oui, alors, c'est vrai qu'en fait, cette, carte, de la température là que tu montres, c'est la meilleure, qu'on pourra avoir, en tout cas pour la mesure de la température, pour la mesure de ces fluctuations de la température du fond diffus cosmologique. Hem, Parce que le bruit qui est limité pour, pour mesurer cette différence de température, c'est ce qu'on appelle le bruit de photons. En fait, on est limité par les détecteurs eux-mêmes, en fait, le bruit dans les détecteurs, et on ne peut pas faire mieux que ça parce que c'est limité par, les lois de la mécanique quantique, en gros. D'accord. Hem, donc on ne pourra pas faire mieux que ça. Par contre, il y a plusieurs, choses, mais en fait, on pourra faire mieux que ça aux plus petites échelles, donc vraiment à des mesurer les fluctuations sur des toutes petites, distances, dans le ciel, et aussi, on peut faire mieux que Planck pour mesurer la polarisation du fond diffus cosmologique. Ça, c'est une toute autre histoire, mais c'est une, autre propriété de la lumière. La lumière a une température, mais elle a aussi une polarisation, et pour le fond diffus cosmologique, Planck n'a pas du tout, les mesures les plus, Fine possible. limi plus fines possibles, exactement. D'accord. Donc ça signifie qu'on peut encore avoir de meilleures informations, mais il y a certaines propriétés de la lumière que on a atteint, où on a atteint un niveau ultime, ce qui est quand même assez dingue. Exactement.
Oui, c'est dingue, oui. D'accord. Ok. Euh, Penelope Six qui nous demande aussi pourquoi le CMB est-il censé représenter un moment particulier de l'univers et pas l'infinité de tous les moments qui ont suivi. Donc le CMB, il nous vient d'un certain moment dans l'univers. Il a été émis à un certain moment et en fait, ces, ces fluctuations, ces, changements de température, du fond diffus cosmologique, ça vient vraiment de, comment la matière à ce au moment de l'émission du fond diffus cosmologique était répartie dans l'univers. D'accord. Et c'est ça ce qui va donner en fait, ça va, par exemple, si, un photon, donc une particule de lumière, vient d'un endroit où il y avait plus de matière et ben alors ça va être plus dur, pour ce photon de sortir de ce pot de cette espèce de blob de matière. Hmm. Donc il va devoir perdre de l'énergie. C'est vraiment grossier. En fait, je pourrais passer des heures à expliquer que comment ont été causées ces fluctuations de température. Donc ça, c'est une première chose. Mais en effet, ces photons, entre le moment où ils ont été émis et maintenant, il y en a certains qui ont dû traverser, par exemple, des galaxies. Sur le chemin, bah, il y avait une galaxie. Du coup, les photons, donc la lumière du fond diffus cosmologique, a interagi avec cette galaxie. Et ça va déformer un peu ces fluctuations, ces changements de température. Et ça peut les changer de façon différente, mais ça, c'est plus de détails. Mais en effet, on peut voir aussi les effets du voyage de la lumière entre il y a 13 milliards d'années et maintenant. D'accord. Donc des fluctuations qui sont dues à l'état de la soupe elle-même d'il y a 13 milliards d'années, où il y avait des petits grumeaux ou pas de petits grumeaux, et en plus des modifications, fluctuations qui sont dues au voyage que la lumière a parcouru. Et tu arrives à séparer les deux? Oui, parce qu'en fait, ces effets, en fait, du voyage de la lumière entre, il y a 13 milliards d'années et maintenant, ils sont à plus petite distance, en fait. Heu, ça va changer ces fluctuations, sur des petites, distances. Parce qu'en fait, les galaxies, elles sont petites, en fait, dans le ciel, donc ça va juste impacter une partie de ces photons. D'accord. Donc, on peut, «séparer» entre guillemets, hem, en étudiant par exemple, ces fluctuations à des très grandes distances, dans le ciel. Ça, on sait que ça va pas être modifié par quelque chose dans l'univers. Ok, d'accord. Euh, alors, encore pas mal de questions. Il y avait une question technique. Alors, je ne sais pas si tu l'as, c'est là, parce que c'est vraiment très très technique. Altasio qui demandait, on est sur quelle gamme de fréquences pour le fond diffus cosmologique? Oui, alors j'ai peur de dire une bêtise, gigahertz, Ouais, non? je suis allé Mmh. voir, je suis allé voir justement pour Planck qui a observé donc ce fond diffus cosmologique, on était entre 100 GHz et 1000 GHz. Voilà. Donc OK, c'est oui, c'est ça. donc c'est pas du tout les fréquences qu'on utilise pour la FM Ouais. à la radio. On est sur quand même d'autres plages de fréquences que ça. D'accord. On a Tom qui te remercie pour l'effort de clarté des réponses à ces phénomènes si difficiles à appréhender. Merci beaucoup. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je rebondis sur une question de Nancy, Nancy 3869. C'est vrai que quand on parle de ce rayonnement de fond cosmologique, on le représente donc comme une sphère qui est autour de nous, et cette sphère qu'on va éclater, on va la représenter par ce ovale qu'on voit ici. Donc on représente ce rayonnement de fond cosmologique par une sphère, comme si l'univers était fini et limité par cette sphère. Et donc, si j'ai bien compris la question de Nancy, c'est comment est-ce que on fait l'accord entre cette sphère qui nous entoure, qui est la limite absolue de nos capacités d'observation, avec le fait que l'univers soit prétendument infini. Comment est-ce qu'on relie les deux? Oui, très bonne question.
tout dépend en fait de l'observateur, qui est bizarre parce qu'en fait, un des principes de la cosmologie, c'est il y a aucun lieu, dans l'univers, qui est privilégié. Y et donc aussi aucun observateur qui est privilégié. Mais en fait, quand, on est à un endroit particulier dans l'univers, donc par exemple nous sur Terre, hem, on on va recevoir la lumière, qui nous vient, hem, de moments entre aujourd'hui et il y a, 13 milliards d'années. On ne peut pas voir la lumière qui est encore plus vieille parce que c'est juste pas possible. La lumière, elle n'a pas eu le temps, en fait, de parcourir tout ce chemin. Donc juste à cause du fait que la lumière a une vitesse, finie, nous aussi on on a un on ne peut observer qu'une partie finie de l'univers et en fait, cette limite, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Mais ça veut pas dire qu'en fait, l'univers est fini. C'est juste qu'en fait, nous, si vous voulez, on est centré dans cet univers observable, mais on n'est pas du tout à un endroit particulier dans l'univers en général. Au-delà de cette limite, l'univers, il est, infini, D'accord. C'est-à-dire que a priori. chaque observateur posé aléatoirement n'importe où dans l'univers ne peut observer de cet univers qu'une sphère autour de lui de quelques dizaines de milliards d'années-lumière, parce que tout ce qui se trouve plus loin n'a pas encore eu le temps de lui parvenir. C'est ça? Exactement, D'accord. exactement, c'est ça. Ok. Et bien comme ça, on a bien centré la question. Alors, juste pour Jean, je garde ta question pour plus tard, pour la fin de la séance, une question intéressante. Donc toi, pendant ta thèse, tu as travaillé sur le CMB. Est-ce que tu peux nous dire du coup rapidement ce que tu as fait en particulier? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure que le CMB nous permettait de connaître des choses sur ce qui se passait avant le découplage lumière-matière, pendant et après. Toi, tu t'es intéressé à quelle partie? Parce que je vois l'heure qui Moi, file, je me alors suis j'essaye de faire avancer un peu. oui, merci. Donc moi, je me suis intéressée à la partie avant. Donc en fait, comment, parvenir à mesurer ce qui s'est passé avant cette émission du fond diffus cosmologique, donc juste après le Big Bang et en particulier cette période d'inflation cosmique, donc où l'univers, s'est étendu de façon totalement exponentielle et pendant une fraction de temps, vraiment, minuscule. Et alors, comment détecter ce qui s'est passé avant le fond diffus cosmologique? Parce que, bah, justement, c'est un espèce de mur, le fond diffus cosmologique. On ne voit pas la lumière, qui venait d'avant, comme Mhm. on vient juste de le dire. Et c'est là qu'intervient la polarisation du fond diffus cosmologique. Alors, donc la polarisation, c'est une, propriété de la lumière. En fait, la lumière qui vient du soleil, par exemple, elle est pas polarisée, mais mais par contre, si elle se réfléchit sur, je sais pas, sur la mer, par exemple, ça va la polariser. Polariser, ça veut dire que, hem, donc la lum en fait, ouais, la lumière va être décrite et la lumière, elle est décrite par, les champs électriques et électromagnétiques. Donc soit c'est, un photon, soit c'est, le Une champ onde? électromagnétique, en gros. Oui, ça, une onde. Et la polarisation, ça veut dire qu'en fait, cette, onde, par exemple le champ électrique, ne se déplace que dans une direction particulière. Donc il y a une direction privilégiée. Hem, donc par e ouais. D'accord. Voilà, c'est c'est ça. Donc en fait, la lumière du fond diffus cosmologique, elle est polarisée et hem, l'inflation cosmique, elle va causer en fait dans le fond diffus cosmologique une polarisation, particulière et je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler des modes B du fond diffus cosmologique et bah, c'est un mode de polarisation qu'on essaye de détecter parce que en fait, ces modes B, cette enfin, ce mode de polarisation, il ne peut être que causé par une inflation cosmique. D'accord. Euh, Après, il y a un autre mode de polarisation, mais qui lui peut être causé par juste le fait qu'il y ait de la matière, des fluctuations de matière. Donc en fait, tout le but de beaucoup d'expériences en ce moment, dont certaines expériences au Chili ou en Antarctique,
c'est de détecter ces modes B, ce qui est très difficile parce ils ont une amplitude très, très faible. Donc il faut être avoir des détecteurs très sensibles pour les détecter. Et D'accord. donc ce que j'ai fait moi, en fait, c'était plutôt sur la partie, statistique, en fait, comment à partir d'une carte de la polarisation, on peut estimer, ces modes B. Et après ensuite, comment est-ce que, enfin, à quel point on va pouvoir avoir des informations précises sur les propriétés de l'inflation cosmique à partir de ces observations. D'accord. Ok. Euh, Très bien. Donc en fait, tu cherches des signatures qui ont été laissées par des phases de l'univers qu'on n'arrivera jamais à observer, puisque à cette époque-là, la lumière était encore piégée, donc il n'y a pas d'image qu'on peut récupérer de ça. Exactement, c'est ça. Et juste, très vite, il y a quelqu'un qui disait, qu'on pouvait peut-être regarder les neutrinos au lieu de la lumière, et je sais que vous avez parlé des neutrinos la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et en effet, ça serait possible aussi de faire la même chose avec le CMB, mais avec les neutrinos qui ont été émis, par tout l'univers avant, le fond diffus cosmologique. Mais ça, c'est une autre question. D'accord. Mais, c'était juste pour, Donc peut-être en un rajouter. jour, on arrivera à faire un fond diffus cosmologique de neutrinos et qui, lui, ne nous apprendra pas l'état de l'univers 380 000 ans après le Big Bang, mais quelques secondes après le Big Bang. Oui, c'est ça, exactement. Seconde, je suis pas sûre exactement, quand, Quand? ça a été D'accord. émis, Mais en tout mais cas, plus tôt. oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, Agnès. On va avancer un petit peu. Du coup, donc ça c'est le travail que tu as fait pendant ta thèse. Ensuite, tu nous as parlé de postdoc. Donc, tu es parti ailleurs pour parfaire ton, ton parcours, voilà, rencontrer de nouvelles personnes, travailler sur de nouveaux problèmes. Et du coup, le postdoc dans lequel tu es là n'est pas ton premier postdoc. Est-ce que les deux s'enchaînent sur le même sujet? Est-ce que c'est un gros paquet globalement en termes de sujets? Ou est-ce que tu as fait vraiment deux choses différentes dans tes deux postdocs? Oui, alors j'ai continué un petit peu, ce que j'ai fait pendant ma thèse durant mon premier postdoc, mais en fait, mais globalement, mon projet de recherche principal a changé parce que en fait, cette fois-ci, au lieu d'étudier, l'inflation cosmique, j'ai étudié et j'étudie toujours l'é encore une autre période d'expansion accélérée, mais qui est en cours aujourd'hui et qui s'est passée, c'est, 5 000 d'années. D'accord. Donc juste pour résumer, du coup, on a le Big Bang, l'univers s'étend, il est passé par cette période d'inflation cosmique. Ensuite, l'expansion s'est ralentie et c'était un peu plus calme, on va dire. Le CMB a été émis, et cetera. L'univers continue à s'étendre et il y a 5 000 d'années, il a commencé à s'étendre de façon accélérée encore. Et ça, c'est contre-intuitif parce qu'en en fait, la matière dans l'univers, la gravitation, en fait, elle devrait ralentir cette expansion. Hem, donc oui, ça, c'est une image, qui représente, en fait, l'univers aujourd'hui si on pouvait observer la matière noire. La matière noire, c'est ce dont est fait la majorité de l'univers, mais qu'on ne peut pas voir parce elle n'émet pas de lumière, mais elle a un impact gravitationnel. Donc en fait, on voit qu'il y a de la matière, partout, qui est assez structurée et oui, et qui est d'ailleurs l'évolution de ces petites fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique. Mais du coup, la gravitation, elle devrait ralentir cette expansion. Mais en fait, on Mhm. observe exactement le contraire. D'accord. Et du coup, pour sonder en fait cette accélération, il y a plusieurs façons de faire ça. Et moi, ce sur quoi je travaille, c'est sur le relevé de galaxies Dark Energy Survey qui va imager des galaxies. Et à partir de ces images de galaxies, on va pouvoir faire des mesures statistiques qui vont nous informer sur l'évolution de l'univers et ce sur quoi cause cette accélération de l'expansion. D'accord.
Donc tu fais des images, donc tu travailles sur des télescopes, c'est ça? Avec des résultats de télescopes. Alors on va parler des coulisses, hein. Tu m'as envoyé quelques images que tu as faites parce que tu as pu y aller. Est-ce que tu peux nous dire où tu es allé? Parce que l'avantage de Ah travailler oui. en astrophysique, c'est qu'on voyage aussi un peu dans le monde. Et puis, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ces fameux télescopes qui scrutent tout l'univers? Oui, alors déjà, pour commencer, le Dark Energy Survey, Oui. c'est, une expérience qui a été proposée aux États-Unis et par un grand nombre de personnes et qui durait, 6 ans. Le but, c'était d'observer le ciel pendant 6 ans et moi, en fait, j'ai eu la chance d'y aller pendant, 1 semaine en 2016 et 1 semaine en 2017, pour y aller et participer à cette campagne, d'observation. Mhm. Donc, pour montrer à quoi ça ressemble, ce qu'on a utilisé pour, imager ces galaxies, hem, alors, je ne sais plus exactement le nom, mais on voit le télescope, heu, Blanco, c'est ça? ouais, Blanco 4 mètres, Ok, ouais, Blanco allons-y. 4 mètres, c'est ça. Hop, celui-là. Est-ce que c'est ça? Alors, il y a un décalage. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Donc, hem Donc le but, c'est de imager les galaxies sur vraiment une grande partie du ciel, donc pas tout le ciel, mais quand même une grande partie, en utilisant ce télescope qui s'appelle le Blanco 4 mètres, donc un télescope de 4 mètres, où, ils ont mis une caméra qui s'appelle Decam et qui a la particularité d'avoir un grand champ de vue, qui nous permet de faire des images, où on a vraiment un grand champ de vue et comme ça on peut, observer une grande partie du ciel assez vite. Hem, donc c'est au Chili, Mhm. c'est, dans les montagnes en fait, plutôt au nord de Santiago, près de La Serena. Donc c'est en haut du Cerro Tololo, et ce télescope est dans ce qu'on appelle le CTIO, Cerro Tololo Inter-American Observatory. Donc j'ai une autre photo, où on voit en fait, l'observatoire en général. Hem, Oui, je vais te le mettre. Donc, juste, City on a Encelade qui dit pas mal le bureau. ah oui, oui, je sais pas qui c'est, la personne, assise sur la chaise, mais en vrai, c'était pas comme ça. J'étais pas assise sur la chaise. Est-ce que c'est cette image que tu voulais? Oui, c'est ça. Par exemple, ça, c'est d'autres télescopes, qu'il y a, au CTIO. Mais il y a aussi une autre image que j'ai prise qui s'appelle CTIO 3 Ah oui, pour alors là, je t'ai. vraiment se rendre compte. D'accord, là, je t'ai mis CTIO 2 et je te montre CTIO 3. Voilà, celle-ci. Alors en fait, on voit très bien ici à quel point en fait le télescope il est énorme comparé aux autres télescopes. On a besoin de ce dôme, gigantesque pour, avoir ce télescope de 4 mètres avec, la grosse, caméra, dessus. D'accord. Hem, Ah, effectivement, hem, je zoome un petit peu dessus, mais il est plus gros que les maisons, il est plus gros que les autres bâtiments, il est gigantesque. oui et encore, c'est même pas les plus grands télescopes au monde, mais, c'est déjà quand même assez, imposant et oui, franchement, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir y aller parce qu'en tant que cosmologiste, c'est pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup de chance en fait d'aller faire des observations parce qu'on a vraiment besoin d'observer des grandes parties du ciel. Donc on fait des campagnes d'observation qui durent des années et qui parfois peuvent être automatisées. Donc ouais, c'était vraiment une chance vraiment énorme de pouvoir y aller. Euh, On a Tom qui nous demande est-ce que c'est dans la même région que le VLT? alors le VLT, c'est encore plus au nord, donc c'est pas exactement le même endroit. Et aussi, il me semble que, cet observatoire, CTIO est, à plus basse, altitude. On D'accord. est quand même à 2 500 mètres d'altitude, mais il me semble que le VLT, c'est beaucoup plus haut encore et D'accord. je le sentais déjà, hein. Franchement, j'avais essayé de faire du yoga le matin et j'avais l'impression que j'étais à court de souffle. Hem
C'est ça que tu vois de là-haut, c'est ça, ce paysage Oui, magnifique et désertique? et oui, exactement, c'est ce qu'on voit de là-haut, des montagnes, à perte de vue. J'adorais vraiment en fait, cette vue. Du coup, j'ai des tonnes de photos, pendant la journée, au le soir, on avait des couchers de soleil, magnifiques, D'accord. le matin, c'était incroyable. Tu y es resté combien de temps à cet endroit? Du coup, j'y suis restée, ouais, c'est ça, 1 semaine, D'accord. en 2016 et 1 semaine en 2017. Hem, mais il y a des personnes qui sont restées, beaucoup plus longtemps. Ce qui D'ailleurs, il y a des personnes qui sont restées tellement longtemps qu'il y a beaucoup d'histoires, de type, en fait, ils sont elles s elle est cette personne, elle était rentrée chez elle, coup le matin, après la nuit d'observation et avait retrouvé un scorpion dans son lit. C'est une des légendes, de l'observatoire. D'accord. Et on voit sur cette magnifique image que tu as prise qu'effectivement l'observatoire se trouve au-dessus de la mer de nuages qui comble la vallée, là qu'on voit en dessous, ce qui lui permet d'avoir des nuits parfaites quasiment tout le temps dans l'année, hein, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça et donc oui, c'est pour ça qu'on est en altitude et aussi parce que, oui, parce qu'en fait, l'atmosphère, il est plus pur, plus on va, en hauteur et D'accord, c'est p aussi très sec. C'est pour ça qu'on va au Chili. ok. Et donc tu as travaillé avec donc sur ce genre d'instrument. L'objectif était donc de mesurer l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est ça? C'est ça, hein, donc en fait, l'explication de l'accélération de l'univers, aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, il y a une énergie noire. Donc l'énergie noire, ça serait une énergie, en fait, qui cause cette accélération. Hem, une façon de penser à l'énergie noire, en fait, c'est de se dire que c'est, quelque chose qui ne se dilue pas avec l'expansion. Par exemple, je ne sais pas si on va prendre, un bol, d'eau et si on étend dans une tasse mais si on étend la tasse, en fait, l'eau, elle va se répartir et ben, en fait, l'énergie noire, ça sera, pas comme ça. En fait, si on a une tasse, d'énergie noire, si on étend la tasse et ben, en fait, il y aura la même hauteur d'énergie noire. En fait, Elle se donc dilue pas. elle se dilue pas. Et du coup, ça ferait que, les galaxies s'éloigneraient les unes d'entre elles de plus en plus vite avec le temps, cette accélération. D'accord. Tu m'avais donné une image pour illustrer, c'est ça, voilà. Donc là, on a ces fameux deux instants que tu as étudiés toi. À gauche, cette fameuse inflation gigantesque entre l'instant primordial et quelques instants après. Et puis sur la fin à droite, cette espèce de nouveau d'expansion accélérée qui crée cette espèce d'ouverture comme ça de plus en plus. Exactement. Et C'est l'histoire de l'univers, hein, c'est ça? oui, ça, c'est une représentation qu'on a, de l'histoire de l'univers où on peut représenter, ouais, des différentes périodes et on voit également le fond diffus cosmologique sur la gauche et après on voit les premières étoiles se former et les premières galaxies se former et puis, l'accélération ensuite, de l'expansion. D'accord, ok. Euh, Et alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu le matériel sur lequel tu travailles? J'avais une image d'ECAM. Est-ce que c'est le moment de la montrer ou Oui, pas? oui, on peut montrer des cams. Donc, c'est la caméra en fait qui a, bah, pris en fait les photos des galaxies et comme je disais avant, la particularité, c'est qu'elle peut imager une grande partie, du ciel en une seule fois. Heu et en fait, on voit les espèces de petits rectangles. Ça, c'est des détecteurs qu'on appelle des CCD qui vont en fait transformer, la lumière en un signal digital, qui peut après être, traité par nos ordinateurs. Donc en fait, on a eu environ 70, CCD. C'est ce qui Hem fait l'image qui est ici, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça, c'est un exemple, de l'image c'est une des images qu'on a prises quand, j'étais au télescope. Encore une fois, c'était vraiment assez automatisé. Nous, ce qu'on faisait, c'était vérifier que les images, elles étaient qu'il n'y avait pas de choses bizarres qui se passaient, que le télescope, il avait pas un problème.
Donc ça, c'est un exemple des images qui a été prise et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas, la grande galaxie là qu'on voit, c'est vraiment les points blancs en fait, c'est des galaxies, très, très éloignées et en fait, les mesures qu'on va faire, c'est, par exemple, mesurer leur position et voir, à quel point ces galaxies sont, clusterées, à quel point elles sont, ensemble, en fait. Mhm. Donc ça, c'est un des premiers types, d'observations qu'on peut faire et le deuxième type, c'est de mesurer la forme des galaxies. Parce que, en mesurant la forme des galaxies, on peut également avoir, des informations sur, l'évolution de l'univers, récent. C'est l'image weak cleansing. On arrive Ouais, là-dessus, c'est ça? Ouais. exactement, Hop, exactement et donc ça, je te la mets. c'est merci. C'est vraiment l'observable que j'utilise, bah, durant mes 2 post-docs. C'est en fait, l'idée, c'est que, les galaxies, elles ont certaines formes. Il y en a qui ont l'air circulaires, d'autres qui ont l'air elliptiques et cetera. Mais en fait, à cause de ce qu'on appelle le l'anti-âge gravitationnel, la forme des galaxies va être un petit peu déformée. Donc qu'est-ce que c'est le l'anti-âge gravitationnel? Je trouve que c'est vraiment, un effet gravitationnel incroyable. C'est qu'en fait, la lumière, quand elle traverse une masse, en fait, bah, cette lumière va être, déviée. Donc ça, c'est ce qui est représenté par les rayons, les traits bleus et jaunes, sur cette image où en fait, normalement, la lumière, s'il y a rien sur son chemin, elle va en ligne droite. En fait, s'il y a une masse, entre nous et un objet et ben, en fait, la lumière va être déviée. Donc c'est exactement ce phénomène-là qui se passe avec les galaxies très lointaines, où en fait les grandes structures de l'univers, de matière noire, donc l'image qu'on a vue tout à l'heure en violet, là, toutes ces structures, ces espèces de filaments, de clusters, ouais, des D'amas. filaments avec des gros blobs, en fait. Mhm. Et ben ça, en fait, c'est de la masse, donc ça va aussi dévier la lumière des galaxies. Et ça, c'est ce qu'on appelle le l'anti-âge gravitationnel faible, parce qu'en fait, à l'œil nu, on ne peut pas voir ces déformations. C'est beaucoup trop faible, en fait. L'effet, il est de 1% de la déformation de l'image des galaxies. Donc, il faut qu'on mesure des centaines, voire des centaines de milliers, des millions de galaxies pour avoir ce signal. C'est pour ça, en fait, qu'on doit faire des relevés de galaxies sur des grandes parties du ciel et de mesurer l'image de la forme, en fait, de tant de galaxies. D'accord. Sur l'image que tu nous as montré là, l'image à gauche en bleu, c'est les galaxies et les astres tels qu'on les verrait si la lumière allait en ligne droite. Et à droite, c'est la même image telle qu'on la voit réellement, parce que entre les galaxies du fin fond qu'on observe et l'observatoire, eh ben, il y a des galaxies au milieu dont la gravité déforme l'image de ce qu'il y a derrière. Exactement, exactement, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, si vous reconnaissez là, sur le dessin, c'est le dôme du, Blanco 4 mètres et ce D'accord. dessin, il a été fait par, une de mes collègues avec qui je collabore, énormément, qui est postdoc à Stanford, Jessie Moyer. Donc, D'accord. ouais, j'aime bien cette représentation parce que exactement, on voit très clairement en fait, donc, en fait, les galaxies, elles ont telle forme, mais en fait, nous, quand on va les observer, on va voir une forme un petit peu différente. Et en fait, c'est vraiment une mesure très, très importante parce que, en fait, c'est pas les galaxies qui vont dévier le plus la lumière. C'est vraiment la matière noire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de matière noire. Donc, en fait, c'est une des façons de mesurer de pouvoir, mesurer comment la matière noire est distribuée dans l'univers. Hem Et du coup, c'est ce qui va nous
pouvoir nous informer sur, l'évolution, en fait, de ces structures de matière noire qui dépendent directement de l'expansion de l'univers. Par exemple, s'il y a, beaucoup d'énergie noire, donc beaucoup, s'il y a une accélération de l'expansion, et bah, ces structures de matière noire vont évoluer de façon différente et ça va se traduire, par, un signal de l'anti-âge gravitationnel faible différent. Donc tu te sers de cette déformation par l'antigravitationnel comme d'une sonde pour repérer les effets indirects de la présence de matière noire aussi. Exactement, D'accord. exactement ça. Alors, il nous reste peu de temps, le temps est passé tellement vite, et j'ai encore plein de questions. Donc, je te les pose. On va essayer de faire des réponses un peu courtes. Donc, Giffereux qui nous demandait d'abord, cette expansion est-elle identique dans toutes les directions ou mesure-t-on quelques infimes différences? Oui, bonne question. A priori, cette expansion est la même dans toutes les directions, mais il y a des tests, il y a des personnes qui testent ça, en fait, voir si, en effet, l'expansion, elle est plus, rapide, dans un endroit de l'univers que dans un autre. Mais a priori, non, c'est la même D'accord. partout. Pour l'instant. Ah oui, mais bon, c'est un des principes de la cosmologie, c'est qu'en fait, en effet, c'est partout la même chose. D'accord. Mais donc voilà, il y a quelques personnes qui font des tests pour vérifier Pour vérifier ça. ça. Toujours Giffereux qui regardait ton fameux capteur photo et qui me dit j'ai bien lu 570 mégapixels pour des cams. Il faut des grosses C'est babasses ça. pour traiter de telles images. Ouais, c'est exactement ça, 570 mégapixels. Du coup, ouais, il y a on utilise, des supercomputers, des supercalculateurs, donc un ensemble, de CPU, heu, pour, traiter ces images et ensuite, en plus de traiter ces images, il faut aussi faire toute l'analyse de ces images et c'est plutôt après moi, que je travaille. C'est, à partir des mesures de l'anti-âge gravitationnel faible, comment on peut, contraindre enfin comment on peut, enfin quelles informations on a sur l'énergie noire, par exemple et ça aussi, cette étape-là, on a besoin d'énormes, super ordinateurs aussi. On avait reçu ici dans Astronomer at Home quelqu'un qui travaillait au centre de calcul de Lyon, justement dans lequel une partie de ces images sont à la fois stockées et traitées aussi à distance Oui, exactement. Nous, on utilise, des machines, similaires, aux aux États-Unis. États-Unis. Exactement. Ouais. Et donc Marty Watch qui demande y a-t-il des difficultés pour séparer le lentillage de l'orientation des galaxies? Une galaxie lentillée et une galaxie vue de biais sont-elles très différentes? OK. Alors, oui, donc c'est OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, la forme intrinsèque des galaxies. En fait, toutes les galaxies vont avoir une forme différente et en effet, comme, vous le dites, elles ont aussi une forme. Non seulement elles ont une forme différente en elles-mêmes, mais aussi leur projection, quand on les regarde, est différente parce qu'on les voit de biais à la place de les voir, de face, par exemple. Et en fait, c'est pour ça qu'on va observer des centaines de milliers, des millions de galaxies parce qu'en fait, statistiquement, toutes ces différences d'orientation et ben, elles vont s'annuler. Du coup, en fait, on ne sera pas sensible, à ces différences d'orientation. D'accord. Et du coup, alors une autre question, je l'avais gardée pour maintenant, une question de Jean qui te demande, donc là on revient sur toi en particulier, effectivement, toi en tant que chercheuse, en tant que scientifique. Jean demandait quelle est la plus grande découverte que tu attends. Quelle est la découverte qui toi te ferait frémir, le plus beau prix Nobel qui puisse être donné dans ton domaine, ce serait quoi? Ah, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors, en fait, moi, ce sur quoi je travaille, spécifiquement, c'est une alternative à l'énergie noire. C'est de voir, en fait, si on a bien compris, les lois de la gravitation. Mhm. En fait, si ça se trouve, nos lois, de la gravitation qui sont donc c'est la théorie de la relativité générale, la théorie d'Einstein et ben, en fait, si ça se trouve, appliquer ça aux échelles, cosmologiques dans l'univers et ben, en fait, peut-être que c'est faux, en fait.
Et peut-être qu'avec une autre théorie, eh ben, on pourrait expliquer cette accélération de l'expansion. Donc ça, c'est vraiment un de mes buts de mes recherches maintenant et c'est d'essayer de voir si en effet la relativité générale est correcte ou pas. Et si on découvrait qu'elle l'était pas, ça serait incroyable. Ça serait une révolution, totale de la physique. Hem Et je pense vraiment que donc dans la décennie là qui arrive, on va avoir, plusieurs télescopes, donc le Vera Rubin Observatory, le satellite Euclid de l'ESA, donc l'agence, européenne spatiale européenne et le Roman Space Telescope, heu de la NASA. Et en fait, tous ces télescopes vont faire des mesures de l'anti-âge gravitationnel faible. Et un des buts, en fait, c'est aussi de tester si la gravitation est toujours correcte aux échelles cosmologiques, aux distances, aux très 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 grandes distances. D'accord. Et donc, je pense que c'est ça que j'attends en fait. C'est quoi le résultat qu'on va avoir de toutes ces expériences? Est-ce qu'en fait on va voir que, bah, oui, la relativité générale doit être modifiée? Ou alors en fait, ou alors qu'est-ce que l'énergie noire aussi? Donc, D- ouais. D'accord. Eh bien, écoute, on attendra. Ce genre de résultat, on l'attend pour combien de temps? Pour l'année prochaine? Pour dans 10 ans? Tu estimerais à combien de temps le Plutôt temps qu'il faut? dans Ouais, plutôt dans 10 ans parce que donc du coup, là, on fait les analyses dans le Dark Energy Survey et je pense que ça on va déjà avoir beaucoup d'informations dessus. Mais en fait, je pense qu'on aura besoin de ces mesures beaucoup plus précises pour pouvoir beaucoup plus précisément tester si, la relativité générale est correcte ou pas, ou pouvoir avoir encore plus de détails sur l'énergie noire. Donc plutôt dans 10 ans, Dans 10 ans. je dirais. Ouais. Allez, une dernière question, et puis après on va revenir sur toi pour finir cet entretien. On a Roro BMU qui demande, question peut-être idiote, mais est-ce qu'une lentille gravitationnelle pourrait être assez forte pour que la lumière fasse carrément le tour ou carrément un demi-tour? Ou est-ce que ces effets gravitationnels sont très faibles et les déviations sont minuscules? OK, donc déjà, dans notre cas du l'anti-âge gravitationnel faible, en effet, c'est très, très faible, la déviation. Mais il y a des cas de l'anti-âge gravitationnel qui sont forts et dans ces cas-là, c'est les images, qu'on a un peu en tête avec les galaxies qui ressemblent à des arcs, en fait. Parce qu'en fait, c'est une galaxie qui est juste derrière une autre galaxie. Donc elles sont alignées et en fait, de cette façon-là, on a vraiment des déformations, extrêmes, en fait, de l'image, de ces galaxies, lointaines. Mais par contre, est-ce qu'ils peuvent faire demi-tour? Je pense pas. À Heu, moins d'un trou ah noir, bah, ça me paraît effectivement compliqué. c'est ce que j'allais dire, c'est que le trou noir, c'est le cas un peu extrême parce qu'on a une déformation, de l'espace-temps, enfin, on a une, déviation de la lumière qui est vraiment extrême, et ça fait pas demi-tour, mais par contre, la lumière, elle fait des trucs vraiment bizarres, mais là, je suis pas spécialiste. Je mets une petite image de lentille gravitationnelle forte ici pour illustrer. Donc on est d'accord que toi, tu as pas des déformations de galaxies comme ça en arc complètement étiré. C'est pas ce sur quoi toi tu travailles, hein, on est d'accord. Et ouais, exactement. Mais il y a des gens qui font des études sur ce type de lentilles, donc on appelle ça des lentilles, pour comprendre la matière noire, mais en beaucoup plus de détails, comprendre, c'est quoi en fait la matière noire. Alors que moi j'utilise l'antillage faible pour comprendre ce que c'est l'énergie noire. Ce sont 2 D'accord. choses différentes. Ça marche. Il est 11h30 chez toi, 19h30 ici. Normalement, on a fini. Est-ce que tu as encore 10 minutes? On peut te garder un tout petit peu et puis après, on terminera. Euh, donc justement, on parlait de la progression depuis le moment où on est étudiant jusqu'au moment où on est chercheur. Euh, on parlait justement de ces post-docs. Il y a eu une question tout à l'heure. Alors malheureusement, je suis désolé, j'ai pas noté la personne qui l'a posée, mais qui demandait est-ce que justement faire des suites de post-doc c'est obligatoire
dans la vie d'un chercheur ou d'une chercheuse. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette partie-là? Et puis j'aurais une autre question. La semaine dernière, donc lundi dernier, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je vais te poser la même question que la question que j'ai posée à notre intervenante la semaine dernière. C'est-à-dire, toi, en tant que femme, quel a été ton parcours et est-ce que ça a eu une influence ou une incidence sur ta vie de scientifique? Mmh. Oui, en fait, je pense que ces 2 questions, elles sont assez reliées finalement, parce qu'une des particularités de la recherche, c'est que c'est extrêmement compétitif, parce qu'en fait, il y a très peu de jobs, de postes qui sont offerts. Donc en France, on a de la chance quand même un peu parce qu'il y a des postes qui sont ouverts, régulièrement tous les ans et cetera, mais ça reste quand même extrêmement difficile. Donc est-ce que c'est obligé de faire des suites de post-doc? En fait, c'est pas obligé. Il y a des personnes qui arrivent à avoir un poste permanent de recherche, de chercheur ou de chercheuse, vraiment, juste après leur thèse. Mais ça reste quand même très, très, très rare et en fait, ça dépend, c'est quoi notre but, en fait? Personnellement, hem OK, en partie aussi parce que, le fait d'être une femme en sciences, c'est très difficile, mais je me suis posé beaucoup de questions dans mon parcours. En fait, au début, quand j'expliquais mon parcours, ça avait l'air super naturel et assez fluide finalement, mais en fait, ça allait pas du tout, vraiment, il y a plein de fois où je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que je devrais continuer?» Enfin, j'arrive pas à avoir de post-doc, j'arrive pas à avoir de poste permanent, j'ai l'impression de pas forcément être, hem, comment dire? Que j'ai pas eu de valeur, pour la science. Et mais en fait, à chaque fois que je me pose, ces questions, je me dis: «Mais en fait, non, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, en fait». J'ai vraiment envie de faire de la recherche. J'ai aussi envie de faire énormément d'autres choses en parallèle, mais c'est vraiment quelque chose, qui me tient à cœur et qui me pousse. Et du coup, moi, mon but, ça serait d'avoir, hem, un poste de chercheuse permanente. J'ai l'impression que je pourrais vraiment m'éclater, en fait, dans ce type de poste. Donc du coup, je fais tous ces post-docs aussi parce que, bah, en fait, chaque année, je vais candidater à des postes, de recherche, permanents. D'accord. Hem Et donc du coup, c'est aussi se prendre énormément de «non». Et du coup, ça aussi, ça fait assez mal. Et par rapport, en fait d'être une femme dans les sciences, personnellement, je trouve que c'est, assez difficile, même si c'est vrai que globalement, en fait, on pourrait ne pas y penser, mais en fait, c'est quelque chose qui a un impact vraiment au jour le jour, dans ma vie de chercheuse. Hem, Par exemple, dans les collaborations, avec certaines personnes, j'ai l'impression qu'en fait, je vais pas être écoutée ou alors, une idée que je vais dire, elle va être créditée à quelqu'un d'autre et c'est pas forcément que mon cas à moi, c'est beaucoup de femmes, en fait, ont ce même problème. Et c'est vraiment, en fait, difficile de se dire: «Bah, je vais continuer dans la recherche», alors qu'en fait, il y a quand même une atmosphère assez, négative quand on est une femme en sciences. Mais je veux aussi dire que c'est pas, que ça dépend des cas. Enfin, il y a des personnes avec qui je me sens vraiment très en confiance et c'est sur ça aussi que je voulais peut-être mettre l'accent. C'est que c'est important comment on se comporte, avec les gens et je pense que si vous avez des personnes autour de vous, hem, qui veulent faire des sciences et qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément aux critères auxquels on pense quand on se dit: «Ah, en fait, un scientifique, ça doit être, ça doit ressembler à telle personne». Mais c'est pas vrai, en fait. Juste, si on a envie de faire de la science, ça devrait être suffisant et supporter les gens, je trouve que c'est vraiment très important. Enfin, moi, mon superviseur, par exemple, à JPL, il me dit, qu'il pense que je fais un super travail et cetera et vraiment ça compte. C'est bête, mais ça compte. Donc je pense que c'est important, ça de supporter les gens autour de soi. De Ouais. supporter les gens et de tomber dans une bonne équipe, dans un bon environnement dans lequel tu peux effectivement
développer tes compétences au même titre que le travail général, le travail commun, hein, c'est ça? Oui, exactement. Oui, je suis D'accord. d'accord. Mmh. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur cette voie que toi tu as, que toi tu as suivi? Quel conseil général tu donnerais? Et est-ce que tu donnerais un conseil différent à une jeune femme et un jeune homme? Hem, oui, je dirais que c'est, c'est difficile mais ça vaut le coup. Et à une femme, je pense que je dirais en particulier que c'est important de trouver un groupe de support, en fait. Parce que, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé que récemment où, en fait, j'ai vraiment maintenant énormément de contacts, aussi femmes, dans le dans ce sur quoi je travaille et ça aide énormément parce qu'en fait, ça permet de voir qu'en fait, on n'est pas la seule à être dans ce cas-là et ça permet aussi d'échanger énormément de points de vue sur ce qui peut arriver. Hem Et du coup aussi, aux hommes, je dirais, bah, que c'est pareil, ça va aussi être très difficile, mais aussi ça vaut le coup et c'est aussi important de supporter, de vous rendre compte de comment ça peut être pour des personnes, qui n'ont pas les mêmes, ouais, les mêmes privilèges. Mais aussi, moi, j'ai des consciences que j'ai aussi des privilèges, mais en fait, il faudrait tous qu'on soit, conscients de toutes ces dynamiques, différentes. Je pense que ça aiderait énormément. Mais oui, si vous voulez faire de la science, donnez-vous toutes les chances. Vraiment aussi ne pas forcément écouter les gens, ne pas forcément suivre certains conseils et juste, hem, faire les choses à votre sauce, en fait. Hem, je pense que c'est important. Pas forcément et pas vous sentir, pas en pas sentir que la science, c'est pas possible si vous avez pas un parcours comme moi où j'ai fait, bah, prépa, fac, thèse, postdoc. Non, non, on peut vraiment, heu, il y a plusieurs façons d'arriver à faire ce qu'on veut faire. Enfin, j'espère. Merci beaucoup. Merci pour ce message d'espoir pour tout le monde. Effectivement, si vous avez envie de le faire, préparez votre chemin et lancez-vous. C'est une aventure de vie qui est extraordinaire. Juste avant de terminer, une question de Balducior, et puis je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Est-ce que la vulgarisation pour le grand public, c'est important pour toi? Et est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu penses de la vulgarisation par rapport à la recherche pure? J'adore vraiment la vulgarisation. En fait, j'adore expliquer et j'adore, communiquer avec, vous tous. Je trouve que vous avez toujours des questions, qui sont parfois qui ont l'air simples, mais en fait, elles sont vraiment, difficiles et c'est vraiment super intéressant de parler de science et pour moi aussi, c'est important de parler de la méthode scientifique, en fait, comment, on fait, en fait, pour faire de la science, et comment on peut, par exemple, dire des choses, sur notre univers. Hem et Parfois, j'ai pensé: «Est-ce que en fait, je pourrais faire de la médiation que de la vulgarisation scientifique, au lieu de faire de la recherche?» Mais j'adore vraiment la recherche, en fait. Avoir des gros problèmes et d'essayer de les résoudre, en collaboration avec d'autres personnes, hem, c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça aussi que je pense que j'ai envie d'être chercheuse parce que je pourrais faire les 2 en fait. Et c'est sûr que j'aimerais continuer à faire de la vulgarisation scientifique, en tout cas. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Agnès. Euh, je rappelle qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'étais en contact avec toi sur Twitter, donc tu as un compte qui s'appelle Agnès Ferté. Tu es peut-être sur d'autres. Donc effectivement, je sais que tu es très active aussi dans ce domaine-là, pour partager les infos, pour répondre aux questions des gens. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité. C'est un véritable plaisir de t'avoir eu ce soir. Merci beaucoup. Je pense que je parle au nom de tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir partagé tes connaissances et puis ton enthousiasme pour ce domaine.
Juste avant qu'on se quitte, je rappelle que le programme continue. Cette semaine, vous retrouverez Camille mercredi à 18h30 pour le Mediator at Home en jeu, et puis vendredi pour Vulgarisateur at Home. Donc deux programmes, mercredi 18h30, vendredi 18h30 avec Camille. Le programme continue. Agnès, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde et merci de m'avoir reçu et à bientôt, j'espère. Merci pour tout. Au revoir Agnès et au revoir à tous. Au revoir.